Alors évidemment, certains vont me dire que je fais des raccourcis. Évidemment que je fais des raccourcis, on n'a pas tellement le choix. Bon, par exemple, on me dira que ce n'est pas nécessairement Guénon tout seul qui a inventé la notion de tradition primordiale et de pérennialisme. Évidemment non, mais c'est celui qui l'a mis, j'allais dire, en exergue, qui l'a porté au pinacle. Bien entendu, il y avait Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qui, précédant Guénon en particulier dans son fameux archéomètre, a voulu déterminer finalement une naissance unique de toutes les disciplines intellectuelles et spirituelles humaines. Et Guénon le méprisait d'ailleurs, et il le méprisait à mon avis parce qu'il n'appréciait pas beaucoup de cette fait précédé dans ce genre d'idée. Maintenant, on trouvera aussi cette notion de tradition et d'âge d'or un petit peu infuse chez Joseph de Maistre. En tout cas, sur un plan intellectuel et politique, c'est certain, mais ça n'a pas le caractère universel que Saint-Yves et Guénon ont voulu leur donner. Est-ce qu'il faut trouver dans le concept de monde des idées pures de Platon cette même notion de tradition primordiale, ou en tout cas de source unique d'un certain nombre d'idées? Est-ce que les idées pures de Platon sont une préfiguration des archétypes de Jung? Je ne sais pas, et je ne pense pas que ce soit le sujet, le centre de la discussion. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont tendance à regarder la notion de tradition primordiale un peu trop à la lettre. C'est ça qu'il faut avant tout retenir. Un peu trop à la lettre, en le sens que on se réfère trop souvent dans les cénacles initiatiques et fraternels à une filiation humaine, à une filiation civilisationnelle au sens strict du terme. Ceci ne peut pas et n'a pas existé. Alors après, il y a les sous-entendus. Je suis toujours très amusé de voir comme on parle de Guénon avec par exemple de Guénon de Saint-Yves avec des sous-entendus comme quoi, mais il y a autre chose qu'on n'a pas compris, mais soit on ne veut pas dire quoi parce que ça donne quelque part de l'importance et du pouvoir à la personne qui prétend détenir l'information, soit parce que, et en réalité on n'a pas la moindre idée, mais que certainement on va trouver quelque chose un jour. Ben non, on ne trouvera rien. Après tout, je ne suis pas plus omniscient que Guénon, on s'en faut, mais il m'étonnerait vraiment, vraiment beaucoup que l'on déterminât une origine unique à toute civilisation et à toute culture humaine au sens où Guénon l'entend. Quand je disais les origines diverses de l'humanité, bien entendu, il n'y a pas une origine atlantéenne, une origine australopithèque, une origine extraterrestre. Parce que beaucoup de pérennialistes partent dans ce genre de direction. Comme disait le grand philosophe Coluche, moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je note simplement que sur un plan strictement humain, pour ne prendre vraiment que des choses qui sont du domaine de l'archéologie, de la paléontologie, on a longtemps schématisé la filiation humaine comme étant, grosso modo, il y a l'Australopithèque, et en chaîne directe, il y a Cro-Magnon, et en chaîne directe, on arrive à l'âge de fer. On s'aperçoit avec les découvertes de ces dernières années qu'il y avait d'autres foyers humains ou d'autres taxons, comme les scientifiques les appellent, qui sont soupçonnés en fait d'avoir concouru à l'élaboration de l'homme dans l'arborescence de la vie des mammifères. Donc c'est dans ce sens-là que j'y allais. Je ne suis pas en train de supposer autre chose. Maintenant, j'imagine aussi qu'on va dire que j'ai beaucoup simplifié, je simplifie beaucoup le discours sur les archétypes et que je confonds archétypes, archéosymboles et idées pures. Encore une fois, on est obligé d'avoir ce type de raccourci. Et il faut bien être conscient que l'archétype n'est pas forcément une figure très déterminée selon que l'on s'adresse selon que l'on se réfère à un auteur ou à un autre. Prenons par exemple Dragon
chez Jung, qui mériterait à soi seul déjà que l'on relise tout ce qu'il a pu écrire sur le dragon, mais qui nécessiterait des centaines d'heures de monologues devant les tablettes. Ce qu'il faut comprendre de toute façon, c'est que pour prendre même ce que l'on ne pourra pas réduire à autre chose qu'un archétype, comme par exemple ce fameux dragon, eh bien, ce fameux dragon n'est pas un archétype strictement universel, au sens où, encore une fois, et sa perception et son action en tant qu'entité énergétique, c'est-à-dire en tant qu'information en mouvement, ne sont pas identiques. Pour prendre des exemples flagrants, en France, en Chine ou au Japon, ne sont pas identiques du tout. Alors, il y a probablement quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'un petit peu plus flou, mais qui fonctionne. Et ça, je pense qu'il faudra se référer d'une part à quelqu'un comme Henri Corbin, qui, de par sa vision du monde imaginal, conçoit finalement ce monde archétypique, si je le résume, conçoit ce monde des archétypes ou ce monde des idées pures ou originelles, comme un monde non pas figé, stratifié, mais comme un monde en mouvement et qui agit selon des scénarios qui sont ou linéaires ou plutôt d'ailleurs cycliques. Bon. Là, à mon avis, on approche un peu plus des choses parce que le sens n'est pas figé et on verra, parce que je vais bien finir par en parler, que même il y a un sens cyclique aux choses et je ne pense pas que les archétypes ou les archéosymboles ou les idées pures échappent à ce sens cyclique, ce qui en empêche, en invalide toute fixité possible. Bon, maintenant, en ce qui concerne toujours ces archétypes, je parlais de Corbin, je pense que pour bien comprendre comment peuvent fonctionner ces noyaux énergétiques de l'inconscient, on ne peut pas faire l'économie, par exemple, d'Arthur Koestler, avec ses fameux holons et sa holarchie. C'est-à-dire comprendre que, plutôt que de raisonner en termes d'unités séparées, qui cohabitent dans un système inconscient ou semi-conscient, il faudrait peut-être plutôt raisonner en tant qu'entité interdépendante, verticalement et horizontalement, et qui non seulement, de par leur non-fixité, évoluent seuls, conceptuellement seuls, mais qui, de par leur holarchie, c'est-à-dire l'interdépendance croisée, verticale et horizontale, résonnent entre elles et se modifient les unes les autres en permanence. Et là, je pense qu'on approchera de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus exacte ce que des auteurs comme Saint-Yves ou Guénon ont voulu trouver comme notion de tradition primordiale ou de monde spirituel originel. Il n'en demeure pas moins que, pour ce qui est de l'âge d'or, on demeure quand même extrêmement sceptique. Encore une fois, les données de l'esprit, les données de la métaphysique, de la pensée mystique ne peuvent pas faire l'économie, ne peuvent pas faire l'économie non plus des réalités des sciences dures et surtout des sciences dites molles ou souples comme l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, etc. On ne peut pas avoir cette espèce de schizophrénie, encore que le terme n'est pas très adapté non plus, pour dire à la fois oui, je suis un occidental cartésien quelque part, scientiste, et ce qu'on m'a appris à l'école sur l'origine de l'homme est vrai, mais il y a une origine parallèle qui se réfère à un Agartha, à une civilisation par exemple atlante ou proto-atlante suprême dont on n'a absolument pas la trace non plus, ou à une Égypte complètement portée au nu, mythifiée, béatifiée, et qui d'ailleurs, quand plus on l'observe, plus on s'aperçoit qu'elle était vraiment pas si jojo que ça. Bon, mais ça c'est une parenthèse. On ne peut pas être schizophrène comme ça. Donc on est obligé, pour en revenir à Guénon ou à Saint-Yves, de dire soit ils ont une lecture symbolique, soit ils ont tout faux. Si c'est une lecture symbolique, plus le temps passe, et plus elle est abstraite,
et abstruse, et tirée par les cheveux. Si c'est faux, plus le temps passe et plus c'est faux. Or, c'est très étrange de vouloir s'accrocher absolument à la lettre, à une dogmatique guénonienne, ou à une dogmatique alvédrienne ou autre, alors que la pensée récente et les sciences, dans leurs découvertes récentes, nous fournissent des champs d'exploration sur les origines qui sont au moins aussi passionnants, si ce n'est encore beaucoup plus intéressants, beaucoup plus motivants que j'allais dire, le fixisme traditionnel guénonien. Pensons à mettre en parallèle, et je ne développerai pas maintenant, tout ce que les scientifiques de très haut niveau en physique et en biologie moléculaire et en spectrographie moléculaire découvrent sur le corps humain, la lumière, le temps, et ainsi de suite. Voyons ce que nous découvrons en termes de foyers humains natifs. Voyons ce qu'on découvre en termes des fonctions du cerveau, des fonctions de l'esprit, des fonctions de la pensée. Rapprochons tout ça, et nous avons là une matière à réflexion et à prospective proprement époustouflante et vertigineuse, qui se dispense parfaitement de se fixer, de s'arrêter de façon dogmatique au pérennialisme guénonien, ou au pérennialisme, en tout cas tel qu'il a été fixé et intouchable pendant près d'un siècle dans la littérature spirituelle et ésotérique. Alors, pour en revenir à Koestler, mais il faudra en parler beaucoup plus longuement et beaucoup plus profondément. J'en reviens sur ce point et j'insiste que la holarchie, donc cette interdépendance, avant tout verticale, entre différents ensembles qui tous sont les sous-ensembles d'autres ensembles, et ce, dans tous les sens, cette holarchie, donc cette vision parfaitement dynamique, interactive, de ce que peuvent être des idées pures, de ce que peuvent être des archétypes, des archéosymboles, des noumènes, pour prendre le vocabulaire kantien, il va falloir s'y intéresser de très près, parce que cette vision koestlerienne peut nous fournir une approche dynamique, non fermée et évolutive de la création de l'homme, aussi bien l'homme de chair que de l'homme esprit. Peut nous fournir un regard un petit peu aussi spécial, un petit peu différent sur les notions morphiques de Rupert Sheldrake, le très controversé Rupert Sheldrake, mais qui n'en finit pas de perturber le marigot des mauvais scientifiques de l'étage moyen. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire en substance, avant que de reprendre sur les trinités, les triarchies, ou plutôt de m'engager enfin sur les trinités, les triarchies ou les tridinames, qui vont être franchement des éléments très très importants de la pensée spirituelle et mystique contemporaine.